Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Depuis quelques jours, l'Hexagone est secoué par un débat qui déchaîne les passions et déchire une société déjà fragilisée par les multiples fractures auxquelles elle doit faire face. Les médias ont rapporté l'éventualité que la chanteuse Aya Nakamura soit choisie pour animer le spectacle d'ouverture des JO de Paris 2024 prévu dans quelques mois. Un choix qui ne plaît pas en raison des origines de l'artiste franco-malienne. On n'interpelle pas là les qualités artistiques de la chanteuse, mais bien d'autres raisons pernicieuses. Ce n'est un secret pour personne. Dans bon nombre de pays européens, le mépris des classes populaires s'exprime par un racisme systémique qui trouve ses racines dans le passé colonial du vieux continent. Ces politiques nationales ont déjà ou se reflètent directement sur les politiques ou les diplomaties des pays occidentaux. Cela dit, le cas d'Aya Nakamura est édifiant puisqu'il permet de s'interroger ou d'interroger le fondement social, politique et économique du racisme systémique, ses impacts sur la vie des peuples. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir de Mathieu Rigouste, sociologue et essayiste qui nous rejoint depuis Toulouse. Bonsoir Mathieu, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Et de Samir Bousnina qui nous rejoint depuis Paris, qui est militant antiraciste. Bonsoir Samir, merci. Bonsoir à vous deux, bonsoir à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Samir, vous restez avec moi, je commence avec vous. Avant d'entamer cette émission, et comme c'est l'habitude dans Cap sur l'Afrique, on aime les points pédagogiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou définir brièvement la xénophobie, le racisme et la différence entre ces deux cas ? C'est un démarrage tonitruant, mais je pense que Mathieu pourra compléter éventuellement ma réponse, même certainement. En fait, pour moi, quand on parle de xénophobie et de racisme, la xénophobie, on est sur un sentiment d'hostilité, sur une hostilité qui est exprimée par une population contre ce qu'elle considère comme l'étranger. Donc l'étranger qui peut être de différentes natures, mais qui est étranger au corps social. Donc là, on est sur une peur qui provoque un rejet et qui provoque des actions de rejet telles que de la violence, etc. Mais on est plus sur des rapports sociaux entre humains. Lorsqu'on parle du racisme, là, arrive la dimension systémique. La dimension systémique dans le sens où le racisme déjà découle d'une doctrine qui est donc réfléchie, qui est écrite, qui est posée. Et cette doctrine va pouvoir, et c'est d'ailleurs son objectif, va pouvoir s'exprimer dans des politiques d'État. Et c'est pour ça que d'ailleurs on peut des fois parler d'État racial. Donc voilà, pour moi, c'est la différence entre les deux, c'est que la xénophobie, c'est vraiment le sentiment de rejet de l'autre, qui peut être effectivement sur des bases raciales, mais le racisme, on est plus sur une dimension politique et systémique. Très bien, je viens vers vous Mathieu, à la lumière de ce que vient de nous dire Samir. Est-ce qu'aujourd'hui en France, on est face à des cas de xénophobie ou à des cas de racisme avéré ou de racisme d'État et systémique ? Je pense qu'il y a les deux, justement, à la manière dont le décrit Samir, c'est-à-dire qu'on peut voir les deux choses dans ce qui se passe autour du cas d'Aya Nakamura, mais en fait plus généralement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la race comme système historique, politique et économique, et qui est quelque chose qui définit, qui organise l'ensemble de la société française, et il y a eu des réactions plus ou moins xénophobes dans la population. Et où là, en fait, on a la dénonciation, elle vient en partie de l'extrême droite, mais pas que, parce qu'on sait que, en fait, le fait qu'une femme noire, qui en plus a une identité forte liée au quartier populaire, et puis une identité un peu rebelle, que ça va gêner même jusque dans une partie de la gauche que nous on appelle gauche libérale coloniale. Il
il y a une opposition, mais tout ça vient résonner aussi avec une politique raciale qui est au cœur de tout le système. Et c'est-à-dire qu'il faudrait pas croire que lorsque Macron ou le gouvernement décide d'utiliser la figure d'Aya comme représentante des Jeux Olympiques, en fait, il est lui-même là en train, à ce moment-là, d'essayer de développer une politique raciale qui essaye de faire croire que justement on serait sorti d'une société raciste, et où en fait ce serait pas par exemple des travailleurs noirs sans papier qui construisent les chantiers des Jeux Olympiques pour lesquels on lui demande de chanter. Justement, vous venez de toucher un point qui est très important autour de ces JO. Les travailleurs sans papier sont un cas édifiant dans ces JO, mais pourtant, la presse mainstream ou la gauche coloniale, comme vous voulez de le dire, ne dénonce pas. La droite, on n'attend pas d'elle ce rôle. Semir, ou plutôt Mathieu, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les masses ou le destin des migrants n'interpelle pas? Ça dépend qui. Est-ce que ça interpelle pas? Parce qu'en fait, les luttes, elles interpellent, elles se voient. Il y a eu énormément de luttes là, des travailleurs sans papier et même ceux qui sont légaux sur ces chantiers, comme d'habitude. Hein, la classe ouvrière lutte, se bat, et les strates racisées luttent énormément. Et donc bon, ça se voit plus ou moins, mais les médias dominants évidemment le mettent pas en avant. Après, c'est aussi des choses qui apparaissent dans les moments de révolte, dans les moments de conflictualité. Et à ce moment-là, l'État, ses médias et toute une partie aussi de la classe, des grands partis de gouvernement, dans les périodes de révolte, sont aussi là pour essayer de dépolitiser, de faire croire que ces moments ne seraient pas profondément politiques et ne seraient pas justement des mises en cause de la structure raciale et en même temps une structure de classe aussi. Mais les révoltes pour Naël cet été, c'était des révoltes qui venaient aussi mettre en cause la forme du socio-apartheid, de la ségrégation socio-raciale sur laquelle est organisé l'ensemble de la société. Et à ce moment-là, on a une réaction d'une grande partie de la classe politique qui essaye, et des médias dominants qui essayent de nous faire croire que ce serait pas politique. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un travail pour empêcher de comprendre le langage des résistances populaires. On va revenir à ce point d'apartheid social. Je viens vers vous, Semir, dans une France ou dans un Occident qui aujourd'hui se prétend ou se veut être celui des couleurs, des mélanges, et qui refuse l'appropriation culturelle. Quand Aya Nakamura pourrait interpréter Edith Piaf à sa façon, donc c'est un mélange des cultures, mais quand l'Afrique ou les racisés mettent de leur héritage, de leur background dans cette culture blanche structurée, on le refuse, alors que de l'autre côté, on se veut être la culture du monde libre, la culture des couleurs. Est-ce que c'est justement là le racisme d'État dénoncé par les militants? Je dirais que déjà, c'est un procès d'intention. C'est un procès d'intention parce que, sauf erreur de ma part, Aya Nakamura chante en français. Alors certains interrogent ou critiquent même, je parle de l'extrême droite, Marion Maréchal Le Pen, Zemmour, Jordan Bardella, etc., critiquent le niveau de langue et la qualité de la langue de Aya, mais jusqu'à preuve du contraire, Aya Nakamura chante en français. Donc c'est une artiste française. Il se trouve qu'en plus, c'est l'artiste française la plus écoutée au monde. C'est l'artiste française la plus écoutée au monde. Son titre le plus connu, qui s'appelle Dja, a été vu quasiment à 1 milliard a été vu quasiment 1 milliard de fois sur YouTube. Donc en fait, c'est un faux procès, et effectivement, cette manière d'invoquer une appropriation ou une dénaturation de ce qu'on appellerait la vraie culture française, si on peut dire, est en fait une diversion pour masquer un racisme qui est patent, quoi. Je veux dire, quand on voit que par exemple il y a un groupe qui s'appelle les Natifs, qui est un groupe identitaire d'extrême droite, qui a déroulé une banderole à Paris sur laquelle il était écrit ici c'est Paris, il n'y a pas moyen, on n'est pas au marché de Bamako. Bon, je pense que le message est clair. Le message est clair, ça n'a rien à voir avec la dimension culturelle ou même artistique. On peut très bien penser que Aya Nakamura n'est pas une grande artiste. Tout ça, je veux dire, chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais là, on voit bien que ce n'est pas du tout le sujet. Que tout de suite, elle a été
les gens sont montés au créneau parce que c'est une artiste noire. Et comme l'a très très bien souligné Mathieu, et c'était vraiment un truc que je tenais à dire aussi, c'est que c'est une jeune femme qui représente la culture urbaine, la culture des quartiers populaires, la culture, on va dire, de banlieue, pour le dire un peu plus, j'allais dire, trivialement. Et ça je dirais que c'est là le véritable nœud, en plus de la problématique raciale. Il y a les deux qui s'abriquent. Pourquoi je dis ça? Parce que il est déjà arrivé, par exemple, lors du bicentenaire de la Révolution, qu'une chanteuse noire chante. Il s'agissait à l'époque de Barbara Hendricks, la cantatrice. Et là, à ce moment-là, ça ne posait pas de problème parce que elle était, j'allais dire, elle faisait allégeance à la culture classique, académique, et donc je dirais, elle rentrait dans les clous. Là, c'est une artiste qui est, comme l'a dit aussi Mathieu, qui incarne une certaine, j'allais dire, une certaine rébellion, quoi, on va dire, et un art de vivre qui justement se départ d'un académisme dans les arts et dans la culture, quoi. Est-ce que donc on peut dire aujourd'hui, ce qui dérange aussi, même Mathieu l'a souligné, c'est la résistance des quartiers populaires face à cette culture mainstream qui ne le représente pas pour les raisons sociales, et économiques et politiques qu'on connaît? Oui, bah complètement. Il y a une stratégie politique qui consiste à soit écraser les voix discordantes venues des opprimés, soit essayer de l'intégrer, de la normaliser, de l'assimiler, de la digérer. Et du coup, c'est aussi ça qu'essaye de faire la fraction au pouvoir, en essayant justement d'instrumentaliser la voix de Aya. Mais en plus, on a très bien vu que dès que l'information a commencé à circuler, en fait, il y a eu des discussions avant même que l'extrême droite s'en empare sur justement à quoi jouait le gouvernement Macron quand il fait ça, c'est-à-dire de quelle manière il essaye de nous empêcher finalement de penser que de toute façon les classes populaires, les strates racisées, et puis là en plus on parle d'une femme noire racisée, devraient finalement être soit silencieuses, soit servir la parole du pouvoir dans ces moments-là. Et dans les quartiers populaires, tout le monde sait que Aya Nakamura, c'est justement le genre de personne qui, comme on dit, a pas sa langue dans sa poche, en tout cas qui est susceptible de pas se laisser avoir par ce jeu-là, parce que justement il y a une culture de l'opposition, il y a une culture de la révolte, il y a une culture aussi il y a une proposition qui vient des banlieues, qui vient des quartiers populaires, qui est autre chose que la suprématie blanche, et c'est tout ça qui se joue derrière cette mise en scène politique et médiatique. C'est la mise en scène du roman national, donc de sa blanchité, face à une autre société qui est déjà là et qui fait tout pour exister dans la dignité et qui est déjà là dans les quartiers populaires. Là, je voudrais votre avis aux deux. Et il n'y a pas moyen aujourd'hui. Justement, est-ce que vous pensez, là je voudrais votre avis aux deux. Samir, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'apartheid dans les sociétés occidentales, dans la société française ou dans la société américaine? Alors, moi je pense qu'il faut faire très attention lorsqu'on emploie justement ces termes. On le voit actuellement par rapport à la situation palestinienne de la notion de génocide, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler après. Donc je pense qu'il faut faire très attention aux termes et à la valeur symbolique de ces termes. D'accord ? L'apartheid, c'est quelque chose de précis, hein. Ça a été une politique qui a été mise en place en Afrique du Sud, une politique de ségrégation raciale pure et simple entre les populations blanches et les populations noires. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas partisan d'utiliser cette notion pour les sociétés occidentales, même si il y a une tendance qui pourrait aboutir à un moment donné à des lois vraiment spécifiques et qui seraient de nature à générer justement cet apartheid. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a un certain nombre de lois, de dispositifs législatifs qui tendent à favoriser ou même à créer des discriminations
à créer des inégalités, à créer également des formes d'oppression. Je pense notamment au travail de la police. Et donc tout cela dans le cadre d'un système, dans le cadre d'un système effectivement qui a une une origine, qui a une origine, comment dirais-je, impérialiste, quoi, et donc à partir de là, il y a une tendance, mais je ne pense pas qu'on puisse parler strictement aujourd'hui d'apartheid dans les États occidentaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Rigouste? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'apartheid dans la société occidentale où ce mot est un peu trop puissant et risquerait de perdre, comme l'a signalé Samir, de sa valeur juridique dans ce cas? Non, je pense exactement la même chose. C'est pour ça que moi je parle de socio-apartheid. Il s'agit de désigner des formes de ségrégation socio-raciale, encore une fois. Et là, le socio, il est là pour justement dire qu'on n'est pas dans les mêmes formes d'apartheid militarisé, comme en Afrique du Sud ou comme en Palestine occupée. Mais qui, par contre, il y a des liens entre tout ça. Il y a des liens, il y a des continuités dans le temps, il y a des continuités historiques, il y a des continuités aussi dans l'espace. En fait, il y a des circulations, des transferts de dispositifs, de savoir-faire, d'armement, de techniques, de pouvoir, de savoir entre les différentes colonialités. Et du coup, c'est pour la même raison que, en général, on parle pas de colonialisme intérieur parce que c'est pas la même chose que ce qui se passait dans l'histoire coloniale à l'extérieur des métropoles impériales, mais qu'on peut parler de colonialité à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des formes de discrimination systémique, structurée, organisée par la race et par la classe et par le genre, mais qui sont pas du tout de l'ordre de la dérive ou de la marge, mais qui sont au cœur du fonctionnement de la société. Et du coup, il y a quelque chose qui est quand même intéressant de dire, c'est des systèmes différents, l'apartheid militarisé en Afrique du Sud et les formes de ségrégation socio-raciale et le socio-apartheid à l'intérieur des métropoles impériales, mais qu'il y a des liens. Et d'ailleurs, on a à la toute fin des années 70 et un peu et ça revient au début des années 90 un concept d'apartheid global aussi qui a été manipulé qui a été utilisé dans les théories critiques en relations internationales et qui essaye de réfléchir au fait que la hiérarchie internationale des puissances est elle-même organisée autour d'une forme de ségrégation socio-raciale à travers le régime des frontières, des camps et de l'identification. Très bien. Est-ce que finalement, quand on parle de socio-apartheid et d'apartheid qu'on vient d'écarter, est-ce que finalement, aujourd'hui, on essaye de diviser les masses populaires parce qu'on voit que les masses populaires ne sont pas automatiquement solidaires avec les unes les autres. On essaye de les diviser en créant cette socio-apartheid, justement. Je commence avec vous, Samir. Ouais, c'est tout à fait pertinent. Et alors, il s'agit pas pour revenir juste un tout petit peu, il s'agit pas de rejeter d'un bloc la notion d'apartheid, mais plus de la définir comme j'allais dire, un horizon dont il faut se prévenir, quoi. Un horizon qui n'est pas si lointain et dont il faut se prévenir. C'est plus en termes de dynamique de lutte et de dynamique militante, vous voyez, voilà, il ne s'agit pas de s'écharper sur un terme. Et ensuite, bien sûr, que ces politiques, donc ces politiques ont pour objectif de diviser différentes catégories de population. En France, on pourra parler du prolétariat blanc et du prolétariat immigré, par exemple. Et effectivement, il y a on voit aujourd'hui, par exemple, la poussée du Rassemblement national, d'un parti comme celui d'Éric Zemmour, mais également à travers la politique du gouvernement de Macron, qui n'est pas en reste en termes j'allais dire, de fracturation de la population. On le voit récemment avec la loi immigration de Gérald Darmanin, qui pour moi est un moyen vraiment de fracturation et, j'allais dire, pratiquement de confrontation. C'est-à-dire que on fabrique un ennemi de l'intérieur pour, en fait, empêcher différentes parties des classes populaires de s'unir à travers un projet de société commun. Et donc, en les séparant, on rend impossible une forme de convergence qui pourrait permettre à cette classe populaire, j'allais dire, réunifiée, de pouvoir justement proposer un projet de société alternatif et beaucoup plus égalitaire.
Très bien. Mathieu, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, cette politique de diviser les masses populaires passe aussi par la notion d'intégration ou pire encore d'assimilation? Oui, je pense que c'est l'autre face de la même pièce. Hein. Toute l'histoire coloniale, toute l'histoire impériale a aussi fonctionné sur justement des politiques d'intégration et d'assimilation, dont le but était de dire effacez-vous, disparaissez dans le modèle républicain, dans l'empire. Ça dépend des époques. Et on a toujours vu, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec l'arnaque de l'assimilation des Juifs algériens, que en fait ces identités, une fois intégrées, assimilées, finalement sont jamais égales, et qu'à n'importe quel moment le pouvoir peut leur rappeler ou les ramener dans l'ordre de la marginalité complète, dans le statut d'indigène et de colonisé. Et voilà, et donc de ce point de vue-là, c'est effectivement exactement ce qui se joue là. Je crois qu'il y a à la fois dans la polémique et dans l'affaire autour de Aya Nakamura, mais en fait dans les différentes, comme Samir l'a dit, par rapport à la loi Darmanin, etc. Il y a une réaction à des luttes profondes, à la montée en puissance de résistance, de formes d'organisation, de critique depuis les 5, 10, 15 dernières années autour de la question de la race et de la classe, de la ségrégation. Parce que, en fait, il y a pas une volonté de diviser à ce moment-là. L'ensemble de cette société et de son système politique et économique est organisé historiquement depuis plusieurs siècles sur cette division-là, entre à la fois l'exploitation capitaliste et la discrimination raciale. Et du coup, il faut renforcer en permanence, le système est obligé de renforcer en permanence ces divisions parce qu'on crée autre chose dans les quartiers populaires, dans les espaces de vie en commun, où on travaille, où on galère ensemble, on passe au-delà de ces divisions, on crée autre chose, et donc il faut renforcer et reproduire en permanence ces choses-là. Et du coup, cette affaire-là, mais comme les dispositifs de loi raciale, etc., sont là pour essayer de reproduire cette discrimination systémique, parce que l'ensemble de cette société fonctionne autour de ce système inégalitaire. Est-ce que finalement, on veut empêcher ces citoyens de jouir pleinement de leurs droits de citoyens parce qu'ils représentent la fin du système de domination coloniale ou la fin du système de socio-apartheid? On sait qu'au sein des quartiers populaires, notamment, l'organisation est là, la résistance est là. Mathieu? Est-ce qu'il la représente en tant que telle? Je sais pas, mais en tout cas, il y a des luttes, il y a des formes d'organisation, il y a des résistances à toutes les époques, et effectivement, on est dans un moment, et il y en a eu à travers toutes les décennies passées, que ce soit des fois déjà la question des discriminations raciales a été portée par les luttes anticolonialistes, mais ensuite par le mouvement des travailleurs arabes, ensuite par le mouvement immigration et banlieue, par les comités vérité et justice, par tout le mouvement décolonial. Il y a une montée en puissance de la critique des formes d'organisation, et ça, le pouvoir doit y réagir, c'est sûr. Après, on est aussi, la catastrophe à laquelle on fait face, elle est aussi liée au fait que justement les quartiers populaires sont pas encore assez organisés, sont pas encore assez auto-organisés pour avoir un rapport de force qui fasse déjà que la classe dirigeante nous respecte un tant soit peu, mais de changer les choses. Donc il faut se dire aussi que c'est pas juste une question de représentation, c'est qu'il faut qu'on soit capable, et c'est aussi ce qui est en construction en permanence, c'est de mettre en place des formes d'organisation, de mobilisation qui soient capables de changer les rapports de force, mais qui soient aussi du coup capables d'organiser la vie quotidienne et une autre forme de société. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de s'opposer, mais de créer quelque chose de différent. Et je crois que cette chose-là est en cours, c'est quelque chose qui est en marche, et c'est aussi ça qui fait peur au pouvoir, parce que c'est ça qui est en jeu dans les quartiers populaires, mais qu'il y a aussi un immense travail encore à accomplir pour être à la hauteur de la situation. Très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'enjeu, il est, puisque l'État, on le sait, les États occidentaux s'appuient sur le fondamentalisme, extrémisme blanche pour cette propagande. Pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est un enjeu de pouvoir finalement? Alors, pardon, j'ai pas bien compris le... Je veux dire, si aujourd'hui on s'appuie sur des fondamentalistes ou des partis d'extrême droite pour maintenir cette haine de l'étranger et cette xénophobie, est-ce que c'est pour des enjeux de pouvoir et pour des enjeux de maintenir les avantages de ce que les militants antiracistes appellent les avantages du blanc, mais aussi les avantages du pouvoir? Ouais, les privilèges. Les privilèges, voilà. Mais oui, tout à fait. Non, ça y est, j'ai bien compris
votre question. Et donc en fait, effectivement, premièrement, on peut faire un constat, c'est que les sociétés occidentales, on va les appeler comme ça, vivent actuellement un phénomène de droitisation, voire d'extrême droitisation. On parle d'ailleurs de Trumpisme ou de Trumpisation des sociétés, c'est-à-dire que on est sur des sociétés donc qui se recroquevillent sur elles-mêmes, avec un rejet assez, j'allais dire, épidermique et systématique de l'autre, de l'étranger, du migrant, voilà cette figure un peu, j'allais dire, un peu diabolique qu'on crée à coup de grands médias type Bolloré en France, par exemple, sur la chaîne CNews, et on fabrique comme ça un ennemi imaginaire, si je puis dire, et qui va générer, qui va faire monter la peur, la frustration, l'inquiétude des citoyens, et notamment des citoyens qui se vivent eux comme étant les blancs, entre guillemets, ou les Français de souche, ou les Européens de souche. Et donc ce travail va provoquer donc une radicalisation des positions, et donc effectivement une adhésion de plus en plus forte aux partis radicaux, aux partis réactionnaires, aux partis d'extrême droite. On le voit notamment en Hongrie avec Orban, on le voit en France, là par exemple sur les européennes, on a Jordan Bardella qui caracole en tête des sondages avec plus de 30% d'intention de vote. On le voit en Italie avec Meloni, etc., etc. Et même récemment au Portugal, ce qui était relativement épargné jusque-là, où un parti qui est proche du Rassemblement national a fait 20% aux dernières élections. Donc effectivement, c'est un phénomène qui est assez, qui est plutôt dans une phase ascendante, et qui, pour ma part, que je trouve extrêmement préoccupant. Très bien. Mathieu, quels sont aujourd'hui les enjeux du racisme? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont sécuritaires? Parce que les militants antiracistes craignent de voir aujourd'hui l'Occident se transformer en une sorte de laboratoire tout sécuritaire. En tout cas, ça c'est un des enjeux importants. Après, je dirais que même en dehors de ça, de toute façon, il y a une exigence de dignité, de droit à l'existence, de droit à la liberté, à l'autonomie. De ce point de vue-là, la lutte antiraciste, elle est tout le temps légitime et tout le temps indispensable et tout le temps urgente. Après, effectivement, on est dans une séquence globale, moi j'appelle sécuritaire, où le capitalisme et l'impérialisme investissent énormément dans tout ce qui a trait à la guerre, au contrôle, à la surveillance et à la répression, à la fois pour briser les soulèvements populaires, pour briser les résistances, mais aussi pour régénérer le taux d'accumulation du capital, pour régénérer les profits, pour sauver le capitalisme. Et de ce point de vue-là, toutes les situations d'intervention militaro-policière, finalement, sont à la fois servent à briser des résistances, mais aussi servent de laboratoire et voire de vitrine. Et donc, on a une circulation en permanence entre les grandes puissances de leurs expériences de contrôle, de guerre, de répression sur les territoires sur lesquels elles interviennent. Et donc, les grandes puissances qui ont effectivement des sortes de colonies, de colonialité intérieure, voire des territoires colonisés, très clairement, comme pour la Palestine occupée, mais aussi tous les quartiers populaires pour la plupart des grandes puissances, deviennent aussi du coup des lieux sur lesquels vont être testés et mis en valeur toutes sortes de dispositifs, de technologies qui ensuite sont vendus à l'international, et où effectivement la France joue toute une partie de son rôle de gendarme africain, mais aussi de sa stature diplomatique et du coup de son économie politique dans cette manière de se positionner dans le game mondial militaro-sécuritaire, notamment à travers ses industries de défense et de sécurité, mais aussi à travers ses grands salons de l'armement. Et où là, effectivement, on voit se rencontrer la logique de reproduction de la domination raciale vient collaborer avec le continuum de guerre et de contrôle qui lui a toujours accompagné l'histoire de l'impérialisme. Très bien, vous avez fait un parallèle qui est très intéressant en parlant de la Palestine occupée. Est-ce qu'aujourd'hui, Raza, où le nombre de morts a franchi largement la barre des 30 000 martyrs, est un laboratoire de guerre pour l'entité sioniste? Je continue avec vous, Mathieu.
Oui, enfin, je veux dire, oui, pour toutes les raisons que j'ai dites, mais il faut pas se faire avoir par le concept de laboratoire, ni en France, ni en Palestine, parce que si on regarde que à travers cette fenêtre-là, on manque d'autres choses. C'est-à-dire que les déploiements militaro-policiers vont avoir des fonctions laboratoires et vitrines, comme j'ai dit, mais ils servent aussi et d'abord, avant tout, à briser des résistances. Et ce qui se passe en Palestine occupée, ce déferlement de violence, il y a cette fonction laboratoire, on le voit, toutes les grandes puissances mondiales sont en train d'observer ce qui se passe en termes d'utilisation notamment de l'intelligence artificielle pour désigner les cibles, etc. Mais ce déferlement de violence, il a aussi et d'abord pour but de briser la résistance palestinienne, de soumettre absolument la population, voire à travers le processus génocidaire, d'éradiquer toute possibilité d'opposition et même d'en finir avec toute une partie de Gaza où on sait qu'il y a aussi il y a des plans d'urbanisme qui sont déjà prêts et qui imaginent une colonisation totale de Gaza. Donc voilà, il faut penser la question du laboratoire et de la vitrine, mais il faut jamais qu'elle vienne masquer le fait que la violence d'État est aussi là pour empêcher les formes de résistance et les formes d'autonomie, parce que c'est ça aussi qui gêne absolument le pouvoir colonial là-bas, comme les puissances impériales ici. C'est que dans les territoires occupés, dans les quartiers populaires, il y a des formes d'autonomie, d'auto-organisation qui inventent d'autres manières de vivre en permanence, et ça menace aussi énormément les rapports de domination. Très bien. Je reviens avec vous, Samuel, sur ce point de menace des rapports de domination. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que militant antiracial, vous partagez l'avis de Mathieu, qui estime que l'autonomisation ou la création de nouvelles façons de résister dérange les pouvoirs impériaux, et c'est pour ça même peut-être qu'on voit une division de l'opinion publique sur la question palestinienne? Alors bien sûr, je rejoins mais totalement ce que vient de dire Mathieu. Et en fait, en l'écoutant, je pensais aussi aux ZAD, les zones à défendre. Et justement, j'établissais un peu dans mon esprit le parallèle entre l'autonomie justement politique qui pourrait émerger au sein des quartiers populaires et ces expériences qui sont menées un peu dans différents points. Alors là, on parle de la France en l'occurrence, qui sont donc des zones qui sont, j'allais dire, établies par des militants autonomes, souvent écologistes, et qui ont pour objet justement de proposer des formes alternatives de société. Ouais, et bien sûr que la multiplication de ces expériences, plus le développement en France d'un mouvement antiraciste, anti-impérialiste, qui actuellement, on le voit, j'espère, on le voit un peu partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, mais là parlons de l'Europe pour le moment. On voit que ces mouvements participent de manière extrêmement puissante, extrêmement vive à la défense du peuple palestinien. À la défense du peuple palestinien. Et particulièrement en France, on voit la tension que cela peut générer. C'est-à-dire que les militants palestiniens, j'en veux pour preuve récemment, par exemple, il y avait une conférence par la brillante Judith Butler, et à la suite de cette conférence, on a vu pleuvoir les accusations d'antisémitisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, la juste défense du peuple palestinien et la juste critique du gouvernement, là pour le coup génocidaire, le gouvernement israélien, le gouvernement de Netanyahou, qui est donc en train de commettre un génocide qu'il faut stopper le plus rapidement possible. Eh bien, cette critique et cette défense du peuple palestinien entraînent une véritable répression
une véritable répression. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont été mis en garde à vue, il y a des gens qui sont sous la menace de jugement, d'enquête, etc., de la répression dans les manifestations. Donc il y a une véritable volonté de, comme disait Mathieu en parlant des Palestiniens, de casser la résistance. Alors bien sûr, avec des moyens beaucoup moins, j'allais dire, meurtriers, mais voilà, c'est un projet global qui vise à imposer le modèle de société impérialiste. Très bien. Une dernière question, Mathieu, et vous avez 2 minutes. Est-ce que finalement aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les systèmes de domination occidentaux sont en crise en vue de la déferlance de haine qui est en train d'être mise en place par les suprémacistes blancs ou encore l'apartheid et le génocide en Palestine occupée? Oui, on peut le voir comme ça. En tout cas, il y a une sorte de crise permanente, hein, de toute façon, du néolibéralisme qui est très clair depuis les années 2000. Et en même temps, on peut voir le capitalisme, un système qui produit lui-même ses crises. Et d'une certaine manière, tous les systèmes de domination, parce qu'en fait, on peut pas écraser, piller, exploiter les gens sans que ça produise des révoltes. Et ces révoltes-là mettent toujours les révoltes, les résistances, les soulèvements mettent toujours, produisent de la crise au cœur du système. Donc, les systèmes de domination sont confrontés en permanence à la résurgence de crise. Et du coup, c'est aussi pour ça que nous, il faut qu'on ait confiance au moins dans en tout cas dans ce principe-là, c'est que les révoltes reviennent. Le système mondial qui est organisé autour du pillage, de l'exploitation et de la répression, les révoltes reviennent en permanence. Et du coup, il y a une question fondamentale pour toutes les personnes qui ont envie que ça change, c'est de savoir comment on fait pour organiser ces révoltes. C'est-à-dire comment on fait pour transformer ce retour permanent de la colère, de l'insurrection, en faire quelque chose qui soit capable à la fois de changer les choses, de renverser le système, mais aussi de construire une autre société. Et en fait, dans les manières dont on s'organise au jour le jour, au quotidien, qui sont souvent des formes de lutte politique qui sont assez invisibilisées. On voit pas énormément le travail invisible des militants de terrain au quotidien, dans les communautés, le rôle des femmes, de la jeunesse, des anciens, de tous ceux qui sont pas les cadres finalement. Et dans tout ce travail-là quotidien, on invente aussi d'autres manières de faire société, et quelque chose se joue entre tout ça. C'est-à-dire comment on est capable de construire des formes d'organisation qui sont capables de changer les choses, et en même temps comment on se donne les moyens de construire entre nous, par nous-mêmes, une autre société. Très bien, Samir, vous avez aussi 2 minutes pour répondre à cette question. Est-ce que finalement aujourd'hui les peuples du Sud aussi sont dans cette logique d'aller vers d'autres relations avec le Nord, notamment avec les États dominants? Oui, on le voit notamment dans ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire que durant les dernières décennies, donc après la décolonisation, il y a eu une perpétuation de la colonialité, comme dirait Mathieu, française en Afrique, à travers justement ce qu'on a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire la mainmise par des groupes multinationaux sur les richesses, et également le pouvoir politique en Afrique. Et on a vu récemment, notamment avec ce qui s'est passé au Niger, qu'il y avait une remise en question de cet ordre. Et donc que l'Afrique, et c'est vraiment tout le mal que je lui souhaite, est en train d'œuvrer à faire établir un nouvel ordre, j'allais dire, dans les relations entre le Nord et le Sud, et notamment entre l'Europe et le continent africain. Et le deuxième exemple que je prendrai, et il concerne encore une fois la Palestine, c'est cette magnifique initiative de l'Afrique du Sud qui a donc fait, j'allais dire, condamner quasiment l'État d'Israël devant la Cour internationale de justice. Et donc, cette Cour internationale de justice qui a donc exprimé une décision qui donc enjoint donc l'arrêt du massacre, bien sûr, qui enjoint également l'État d'Israël à permettre l'aide humanitaire, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. On sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont dans une situation de sous-nutrition. Et également, bien sûr,
l'arrêt du génocide et du massacre. Très bien, merci. Voilà. Merci Samuel pour cette réponse et surtout merci d'avoir fini sur une note positive comme c'est le cas dans Cap sur l'Afrique de façon hebdomadaire. Merci Mathieu de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente suite des programmes sur Alten 4 News.